à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deray et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va Julien, merci. Heureux d'être avec toi aujourd'hui pour ce premier podcast. Oh oui. Aujourd'hui, au programme, doit-on forcément publier ce tout premier épisode ? Serait-ce vraiment agile de se donner une seconde chance et de ne pas publier et créer de la valeur à nos utilisateurs ? Ensuite, on parlera de nos petites problématiques actuelles, personnelles et professionnelles autour de l'agilité, parce que le reste ne vous regarde pas. Ensuite, on parlera des outils de l'épisode, mais pour commencer, intéressons-nous aux principes agiles du mois de juin. Chaque mois, donc chaque émission, on va essayer de sortir un principe agile et se demander à quel point est-ce que on le respecte ou pas, et ce que ça nous inspire. Donc celui de ce mois-ci, c'est le suivant. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Alors oui, c'est inspirant. Alors, du coup, il y a trois grandes parties quand même dans ce principe-là. Donc, c'est les trois qu'on a listés. Donc, la première partie est de satisfaire le client. La deuxième étant le rapidement et régulièrement. Et enfin, le troisième étant la grande valeur ajoutée. Moi, je vais déjà m'arrêter sur le premier, donc satisfaire le client. Une des choses que j'ai remarqué, donc c'était le cas avant qu'on avait chez Arthos, mais je trouve que c'est d'autant plus vrai là où je suis aujourd'hui à GetGround, c'est de satisfaire le client. Et souvent, je me pose cette question-là, mais qui est le client ? Parce que c'est vrai que du coup, on a un petit peu des user stories à GetGround qui sont des deux côtés. C'est-à-dire parfois, on aura vraiment une user story qui va venir du client, c'est-à-dire quality of life ou des nouvelles améliorations au niveau du produit qu'on aimerait amener au client. Mais il y a aussi des fois où en fait les user stories vont être amenées de manière à satisfaire le client, mais le client étant l'entreprise elle-même. Et c'est vrai que dans ces cas-là, distinguer le client interne ou externe, ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, ça me parle beaucoup. J'ai un peu la même problématique dans mon job actuel. Satisfaire le client, mais après, voilà, à partir du moment où on le fait, que ce soit l'entreprise ou le client qui paye, c'est déjà un bon début, je trouve. Ouais. Parce que dans certains cas, tu vois, si tu vas avoir genre l'équipe marketing qui va tout le temps te pousser pour sortir les trucs, ça peut être finalement un client interne aussi, mais il faut toujours se demander à quel point est-ce que ça a de la valeur, à quel point est-ce que le temps et l'énergie qu'on met en place est redirigé correctement. C'est toujours des questions qui sont intéressantes et moi j'ai tendance un petit peu à le reporter sur l'équipe produit qui donne les priorités, ils disent le quoi et le quand, et nous on dit le comment. Non, c'est ça. Et du coup, donc en écho avec je vais sauter le deuxième point pour l'instant, mais le troisième, parce que du coup, c'est celui qui pour moi suit en fait la logique de satisfaire le client, qui est du coup directement lié au fait de la grande valeur ajoutée. Et c'est cette question-là du coup, c'est-à-dire que souvent la valeur ajoutée, je trouve, sera un petit peu biaisée quand le requirement vient directement interne directement de nous et non du client, puisqu'on sera plus facilement amené à comprendre et à pointer du doigt le problème qu'on a en interne, mais ce sera plus compliqué de comprendre l'expérience de l'utilisateur. Ça va être plus coûteux même de comprendre vraiment le problème qu'a le client, et évidemment la solution derrière, on va la développer de la même manière que ce soit en interne ou en externe, enfin pour que ça vienne de l'interne à l'entreprise ou pour le bénéfice des clients. Mais c'est vrai que du coup, cette grande valeur ajoutée, je trouve qu'elle est un petit peu diluée quand le problème est interne, puisqu'il y aura forcément une volonté plus grande de vouloir mettre en place cette solution. Et c'est vrai que je serais intéressé de savoir du coup comment est-ce que tu distingues les deux, puisque là, du moins, je le vois. Très souvent, les problématiques internes sont priorisées par rapport aux besoins qu'auraient les utilisateurs. Alors après, c'est aussi parce qu'on est une start-up et donc forcément, il faut la monétisation et toutes ces choses-là sont importantes puisqu'il faut qu'on survive en tant que start-up. Mais je me dis à quel moment est-ce que on pourra un petit peu plus rebalancer pour essayer de remettre la parité entre les deux. C'est très intéressant parce que de mon côté, j'ai un petit peu le problème inverse, dans le sens où on a tendance à pas assez prioriser les problématiques internes.
Et du coup, on va pousser très très fort pour être très à l'écoute de notre communauté. Donc voilà, essayer de vraiment de créer de la valeur parce que notre communauté va avoir besoin de choses, ou alors nous on va avoir envie de leur offrir des nouveaux services avant même qu'ils en ressentent le besoin, ou qu'ils ressentent le besoin. Et on expérimente beaucoup là-dessus en tant que start-up, et pour essayer de continuer à avoir de l'attraction, etc. Mais c'est vrai que du coup à toujours un peu courir après ça, on a tendance parfois à laisser un peu de côté nos problématiques internes, et des problématiques qui sont pas forcément des gros problèmes, mais c'est un peu les intangibles qu'on a en Kanban, quoi. C'est que ça finit par créer de la dette technique, et au bout d'un moment il faut le prioriser, il faut le mettre dans la loupe en fait. Et nous c'est un truc qu'on a peut-être un peu plus de mal à faire. J'ai pas trouvé de solution vraiment toute faite, hein. C'est une problématique que toutes les entreprises ont dans une certaine mesure, mais le fait d'aller sur des pratiques un peu plus Kanban avec des intangibles et avec une class of service qui est spéciale pour ça, c'est un peu mon objectif, mais bon, Ouais. à voir parce que ça demande beaucoup de choses avant de pouvoir être mis en place. Ah, c'est intéressant. Parce que du coup, j'avais un peu la même idée de dire, par exemple, d'avoir un système où tu peux un peu lever un drapeau en disant, voilà, ça fait 2 ou 3 stories qu'on passe qui sont quand même très poussées internes. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'en mettre une externe pour balancer un petit peu? Mais la classe of service, ça pourrait être vraiment pas bête. Ouais, et sinon, j'essaie toujours d'évangéliser. En tant qu'engineering manager, c'est mon boulot d'évangéliser au niveau de l'équipe produit, pour leur dire, les gars, nous aussi on a des épiques qui sont prioritaires, donc une bonne relation avec l'équipe produit, avec les PM ou les PO est primordial pour que ça se passe bien. Et voilà, c'est un truc qu'il faut continuer à travailler, à pousser, et puis voilà. Mais c'est important que, par exemple, qu'il y ait un peu d'engineering au product committee ou des choses comme ça, que toutes les voix soient entendues. Ouais, complètement. Et donc pour finir sur le principe agile, donc juste pour le deuxième point que j'ai sauté rapidement et régulièrement. Du coup, au niveau de la cadence, alors nous on est sur une cadence Scrum avec des sprints de 2 semaines, mais du coup je vois qu'il y a une tendance qui est de plus en plus, et qui est, je dirais en fait, un bon signe. Mais enfin, en soi pour Scrum c'est pas bon, mais du point de vue de l'organisation qui mature, des process qui sont de plus en plus solides, on a de plus en plus le besoin d'avoir des livraisons à mid-sprint, ou du moins d'avoir en fait des petits enhancements qu'on va rajouter, des petites améliorations, mais qui du coup, comme on n'a pas en fait de process, puisque Scrum parle d'avoir un increment qui doit être livré, du coup, enfin qu'on peut potentiellement livrer à la fin du sprint, et du coup pour ces petits enhancements en fait on les traite un petit peu comme des hotfix, et c'est un petit peu le problème, et c'est pour ça que j'ai évidemment un biais par rapport à Kanban, puisque je préfère Kanban à ce niveau-là, de pouvoir en fait livrer le plus tôt possible dès qu'une feature est complete, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué. Alors je me dis, voilà, on peut toujours créer un nouveau process dans Scrum, ce qui est du coup anti-pattern de Scrum, mais quel est ton point de vue là-dessus, du coup, pour toutes ces petits... Parce que le truc en plus qui est compliqué, c'est que quand on demande à mon équipe de le mettre en place, ça a du sens pour moi et je vois la valeur. Et évidemment, comme on veut toujours livrer, exactement comme on vient de le dire, la plus haute priorité, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement les fonctionnalités. Et donc, du coup, d'avoir une fonctionnalité qui nous a pas coûté grand-chose à développer, qui a une bonne valeur, mais qu'on se bloquerait pendant une semaine ou une semaine et demie à livrer parce qu'on attend la fin du sprint, c'est un peu embêtant dans notre cas, puisque c'est de la valeur qu'on pourrait livrer. Je crois, du coup, vous vous sentez obligé de livrer en fin de sprint ? Ça oui, c'est un biais qu'on a, c'est on livre toujours en fin de sprint. Ça c'est... Ouais, c'est peut-être un petit peu ça qui est dommage, parce que finalement en Scrum c'est pas forcément ça. C'est vrai. C'est vrai que ce point-là. Enfin, après, on tend à livrer. Après, si on peut pas pour X raisons, évidemment, on va pas se mettre le couteau sous la gorge à pousser pour le livrer. On est conscient que si on n'a pas réussi à le faire dans le temps, ça a été le cas jusqu'à maintenant, c'est toujours qu'il y a eu un problème plus gros, c'est-à-dire pendant qu'on implémentait la solution, on a découvert d'autres problèmes qui nous ont retardés. Et donc, à chaque fois qu'on n'a pas livré certaines features sur un sprint, c'était parce qu'on a eu des problèmes qui ont été rencontrés. Mais dans le cas des
petite livraison mid-sprint. C'est en fait souvent en plus c'est des features qui sont isolées, qui ont de la valeur en elles-mêmes, qui sont pas risquées au niveau d'un déploiement. C'est pour ça qu'on se permet de le faire sur la prod à n'importe quel moment. Mais on n'a pas de process clair et comme de fait Scrum n'en a pas non plus pour des livraisons mid-sprint. Ouais, ça se tient. Ouais. Moi, j'ai toujours vu un peu Scrum, justement, qu'il n'y a pas trop d'opinion là-dessus. J'ai toujours vu ça comme tu pousses en prod dès que tu peux et c'est tout, quoi. Donc vraiment essayer d'être continuous delivery au maximum, et le plus tu livres et le moins tu as peur de livrer, et du coup le plus tu livres. Et aussi, le plus vite tu as une feedback loop avec ton utilisateur, quoi. Donc au lieu de voir un problème pendant le sprint review ou après, et de voir genre pendant le sprint d'après, et devoir ensuite réintégrer une nouvelle user story pour fixer ça pendant le sprint, si t'as réussi à pousser en prod rapidement au bout d'une semaine, que t'as une feedback loop, t'as peut-être une chance de rattraper le coup. Tu te rappelles un peu quand on était dans la même équipe chez Arthos, on avait tendance tout le temps à finir tous les user stories en même temps, on a vraiment travaillé très très fort et très très dur pour perdre cette habitude, et ça a été c'était chaud. Et c'est un peu un des biais justement de Scrum, je trouve. C'est pas, on a tendance à vouloir tout commencer en même temps, en fait. Et finalement, t'augmentes ta WIP sans augmenter ton throughput, et du coup t'augmentes ton lead time, quoi. Ouais, non, mais c'est mathématique. Ouais, de mon côté, ce que ça m'inspire, c'est que nous, ça va livrer rapidement, régulièrement. Après, nous, on a une application mobile, donc ça rallonge pas mal le lead time quand même, parce que voilà, il faut que ça passe en review chez Apple et Google. Donc, on a toujours quelques jours qu'on se prend dans les dents par rapport à ça. Donc, faut anticiper un peu plus. Et puis, c'est plus difficile, quoi. Sur le back-end, on peut faire un hotfix ou sortir une feature comme ça et justement pousser en prod comme on veut, alors que mobile, parfois ça peut valoir le coup de sortir qu'une seule version avec des trucs qui n'ont rien à voir dedans, plutôt que de sortir plusieurs versions, parce que comme il y a la review, etc., ça va prendre un peu trop de temps de stack, mais globalement ça va. Enfin, je pense que à Swissborg on est plus rapide que beaucoup d'autres entreprises, donc quand tu mets en perspective, c'est vrai que quand tu bosses tout le temps en startup, tu dis tout le temps c'est pas assez rapide, faudrait qu'on fasse plus et tout, mais au final quand tu regardes un petit peu à côté, tu te dis bon, ça on se débrouille pas si mal. mais il faut continuer à rendre ça de plus en plus régulier, de plus en plus fréquent. Et surtout pas avoir peur de le faire, en fait. Je travaillais dans une entreprise récemment où on avait très peur de pousser en prod, et du coup ça crée plus de problèmes que ça n'en évite, bizarrement. Ok, si on passait au sujet principal, donc doit-on forcément publier ce tout premier épisode ? C'est un peu une première question, c'est une question qu'on s'est posée en fait en préparant le podcast, au sens large dans le podcast. C'est que on n'a jamais fait de podcast, ni toi et moi, et ce sera très loin d'être parfait ce premier épisode. Donc on devrait tous avoir droit à une seconde chance, mais en même temps, si on est honnête avec nous-mêmes, l'agilité nous dit que voilà, le mieux est l'ennemi du bien, et voilà, je pense que ça peut nous amener à des discussions intéressantes. Complètement, ouais. De toute façon, on peut directement rebondir sur ce que tu as fini sur le chapitre d'avant. Il faut pas avoir peur de livrer. Sinon, justement, en prod, il faut pas avoir peur d'aller tâter la prod, parce que sinon, on livre jamais. Et je pense que voilà, on a pas tout dit, on va épiloguer dessus, mais je pense que c'est vraiment le cœur, c'est-à-dire si on se dit toujours, et c'est vrai non seulement pour ce qu'on fait comme travail, avec quand on doit livrer ou là faire un podcast, mais même dans la vie de tous les jours, il faut chercher un peu l'inconfort, pardon. Il faut chercher l'inconfort, et si on le fait pas, on se cantonne dans ce qu'on sait faire, et par exemple on ferait jamais de podcast. donc pourquoi je pense que c'est important, ou du moins pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer à publier ce premier épisode? Je pense pas qu'on devrait se forcer, mais en tout cas, si on le fait pas, on doit avoir une excellente raison, et c'est pas juste de dire il était pas top, il sera jamais top. On commence, et surtout tant qu'on le met pas en ligne, et si on n'a pas au moins quelques personnes qui nous écoutent, on pourra pas avoir de retour. Nous, on va pouvoir évidemment débriefer, dire voilà, là on a un peu bugué, là on a fait ci, on a fait ça, mais ça va être du retour entre nous, et
on sait qu'Internet peut être violent, mais au moins c'est de la critique. Et si elle était constructive, ça nous permettra derrière de pouvoir justement apprendre pour le deuxième. Le deuxième, on va peut-être encore faire des erreurs. Et les gens vont peut-être revenir quand même et nous redonner des conseils. Et c'est vraiment cette feedback loop qui est essentielle de toute façon dans les méthodes agiles. Il faut toujours avoir ce retour. Et c'est ce retour qui te permet de progresser. Et on sait très bien que si t'as pas cette feedback loop et que tu t'enterres à dire ok, je vais faire un truc super, je vais passer des mois dessus à faire le meilleur podcast, bah tu vas quand même peut-être le sortir. Alors peut-être ce sera pas un podcast, peut-être que le podcast sera meilleur que celui qu'on fait maintenant. Mais peut-être que le deuxième sera tout aussi bon qu'un podcast qu'on aurait mis 6 mois à produire, alors que dès le deuxième épisode, juste parce qu'on se sera confronté aux gens et qu'on aura eu des retours sur ce qu'on discute, et ben rien que ça suffira à déjà avoir un meilleur podcast. Donc moi, je le vois typiquement comme en fait du temps de gagner. Ouais, ça se tient pas mal. Hein. C'est un peu la réflexion que je me faisais aussi. J'ai essayé aussi de retourner la question, me dire pourquoi pas, tu vois, pourquoi. Quel niveau de qualité serait si mauvais pour qu'on ne publie pas, tu vois qu'est-ce qui... C'est plutôt que de dire doit-on forcément publier, c'est pourquoi est-ce qu'on ne publierait pas? C'est ça. Ça me fait penser à l'exercice, un des exercices sur Retromat qui est What is the worst thing that could happen next sprint? Ou non, quelle est la pire chose que vous puissiez faire pour rater le prochain sprint? C'est exactement ça, retourner la question. Yes, je l'ai fait il n'y a pas longtemps cet exercice, c'était très très cool. Ouais, je trouve enfin, si on parle de cet exercice-là précisément, les retours sont intéressants puisque comme les personnes prennent la problématique à l'envers, et ben je les ai trouvés. Alors c'était cinglant les réponses, mais au moins j'ai trouvé que c'était beaucoup plus honnête, ou du moins pas honnête, mais les gens s'exprimaient beaucoup plus facilement à la négation que justement dans l'autre sens. Et j'aime beaucoup aussi cet exercice. Ouais, j'ai eu le même retour. Je continuerai à l'utiliser. Une autre réponse à cette question négative, du coup, c'est je me suis dit, il y a peut-être une bonne raison qu'on aurait de pas livrer, de pas sortir l'épisode, ce serait si on sent que ça apporte pas de valeur, parce qu'au final, c'est un peu ce qu'on essaie de créer et en méthode agile, évidemment, le but premier, c'est de donner de la valeur aux utilisateurs. Mais au final, il y a quand même très peu de chances, tu vois. Même s'il y a 1% qui est utile aux quelques éditeurs qu'on aura, bah, c'est toujours plus que les 0% d'utilité qu'on aura si on publie rien. Donc au final, même cet argument-là, j'ai trouvé m'a pas totalement convaincu. C'est un point intéressant. Après c'est bon, on est dans la communauté des méthodes agiles, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on a toujours discuté tous les deux, c'est le give back to the community. J'avoue qu'après, si c'est le faire pour le faire, la question se pose. J'ose espérer qu'on puisse apporter quelque chose. Non, j'avoue que là, tu m'as bien... C'est vraiment un bon point. J'avoue que celui-là pourrait me faire pencher à ne pas diffuser l'épisode si y avait pas d'intérêt à ce que d'autres personnes puissent l'écouter. Ouais, mais encore une fois, pour savoir s'il y a de l'intérêt ou pas, il va bien falloir que quelqu'un l'écoute et nous le dise, quoi. C'est vrai. Il faut vraiment avoir une mauvaise estime de ça pour se dire non, franchement, on a vraiment raconté de la merde. C'est ça. Non, je pense quand même que non, le 1%, je pense qu'on peut le faire. Le 1% d'utilité, c'est jouable à minima. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous faites partie du 1%. Très bien. Quelque chose à rajouter sur ce sujet? Non. Je pense que on connaît les problématiques et si cet épisode sort un jour, c'est que le pour et le contre, le pour l'a emporté. Très bien dit. Cool. Donc, on va pouvoir avancer sur nos problématiques actuelles qu'on rencontre et essayer de un peu pour donner un petit peu la genèse du projet. On avait l'habitude de discuter tous les deux un peu de nos war stories, chacun dans nos startups respectives et tous les deux essayer de pousser un peu les méthodes agiles et avoir des réflexions là-dessus. Et on avait envie d'enregistrer ça et se dire ok, on va give back to the community, justement, essayer de voir si peut-être que nos conversations peuvent intéresser d'autres personnes, et le cœur finalement de ça, c'était nos problématiques actuelles, quelles sont les problématiques qu'on rencontre au boulot, et du coup discuter, essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça et avoir un peu d'angle en partageant.
Est-ce que tu as des choses que tu veux partager? J'en ai pas mal. Alors, pour donner un peu le contexte, donc la boîte pour laquelle je travaille, donc à Londres, on est vraiment en plein dans la startup. Alors peut-être startup scale-up maintenant, puisqu'on est en train d'embaucher énormément, et c'est ma première problématique, le recrutement. Le recrutement, et avec ça il y a aussi du coup scaler les équipes. Donc normalement on vise de potentiellement doubler le nombre d'ingénieurs d'ici la fin de l'année. Évidemment ça arrive avec beaucoup de problématiques, que ce soit des problématiques techniques, des problématiques organisationnelles, des problématiques managériales. Il y a un lot. Je peux continuer à les citer, mais le vrai problème est vraiment de scale up. Et donc du coup par exemple une des problématiques actuelles qu'on a, c'est le recrutement. Parce qu'évidemment, on est une start-up, donc on n'est pas encore, on n'est pas encore très connu, et donc c'est difficile un petit peu de se battre avec les monstres qu'il y a sur Londres au niveau du recrutement, puisque il y a des boîtes qui sont extrêmement attrayantes, mais donc du coup on doit être en phase 2 et prouver que non, à GetGround on va aller on va aller loin, mais le tout c'est d'avoir les gens qui croient en nous et ont envie de développer cette vision avec nous. Et donc du coup, une des problématiques qui est directement liée, c'est autour des équipes Scrum. Et donc une des problématiques, par exemple, c'est là on a recruté donc 3 personnes, une qui nous a rejoint récemment, d'autres qui vont nous rejoindre, et on a en fait cette problématique d'avoir pour l'instant que 2 équipes, mais on n'est pas encore calé sur comment les équipes fonctionnent. Et un des trucs dont je voulais avoir ton retour, Julien, là-dessus, c'était donc par exemple, pour l'instant, on a une idée qui me plaît, mais j'aimerais voir avec toi les limites et savoir si c'est une bonne idée. Actuellement, on est en train de penser, c'est ce qu'on a fait pour la personne qui nous a rejoint. On a passé un sprint donc dans mon équipe, et le sprint prochain, donc là qui a commencé, il est en train de le passer dans une autre équipe, avec pour idée au final de le récupérer dans mon équipe, puisque la discipline sur laquelle il va travailler est une des problématiques qui est liée à mon équipe. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Donc là, on l'a fait pour lui, et on se dit, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, parce que ça permet en fait de travailler avec, donc juste pour resituer, on a des équipes Scrum, donc avec back-end, front-end, PM, QA, designer. Donc on a vraiment on a vraiment tous les skills, mais par contre c'est vrai que du coup on communique peu avec l'autre équipe au jour le jour, et donc du coup on trouvait que c'était une bonne manière de pouvoir introduire les personnes dans les équipes, et on s'est dit que la meilleure manière en fait de que les gens se parlent entre eux, c'était vraiment de les faire travailler ensemble. D'où cette idée d'avoir donc du coup n'importe quel ingénieur qui vient, de l'avoir dans une équipe et potentiellement de passer dans une autre équipe avant de décider dans quelle équipe il doit atterrir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je trouve l'idée pas inintéressante, à court terme en tout cas, pour essayer de jauger un peu, puis pouvoir faire un peu le tour de l'entreprise au nouveau, quoi. Ça a beaucoup de sens. Pourquoi pas? Je vois pas de problème. Là où ça deviendrait problématique, c'est si on a des gens qui sont un petit peu plus trop fluides, comme ça, à devoir jumper d'une équipe à l'autre trop régulièrement. Là, faudra un peu plus me convaincre pour de faire ça. Je pense que pour moi l'équipe c'est un peu sacré, tu vois. Ça met beaucoup de temps avant de trouver un équilibre, une bonne balance dans une équipe. Chaque ajout, chaque retrait doit vraiment être pris avec des pincettes. Donc avoir des équipes trop fluides, même si c'est des gens qui sont de la même entreprise, ça peut casser un peu cet équilibre. J'aurais peut-être un peu peur de ça. Et après, j'allais dire, pour certaines personnes, peut-être que ça va, mais après, si tu le fais pour certaines personnes, tu peux pas t'empêcher tu peux pas vraiment ne pas le faire pour tout le monde, ou ne pas autoriser tout le monde à le faire, et ça commence à ouvrir plein de portes. Je suis peut-être un peu plus frileux par rapport à ça, mais j'aimerais bien avoir du feedback justement là-dessus. Je t'en donnerai un dès qu'on aura fait quelques expériments, mais non, l'idée c'est vraiment du coup de le faire uniquement pour les personnes qui nous rejoignent, et pas c'est pas quelque chose qu'on vise à faire régulièrement sur les sur tous les ingénieurs qui sont depuis longtemps avec nous, donc. Ça a beaucoup de sens. Moi aussi c'est mes équipes qui me donnent du fil à retordre. Moi c'est plus au niveau de la répartition des équipes, plutôt du coup au niveau ingénierie complètement. Est-ce qu'on part sur des feature teams, est-ce qu'on part sur des trucs plutôt en silo avec vraiment back-end, QA, front-end, est-ce qu'on part sur un truc complètement fluide, ou
où du coup on crée les équipes un peu par projet et on fonctionne un peu en mode projet. C'est beaucoup de questions qu'on se pose en ce moment. On a essayé pas mal de trucs, on expérimente, on continue d'expérimenter, mais sans vraiment trouver la solution. Et puis tu te demandes aussi, voilà, à court terme, ça va fonctionner, mais est-ce que ça va scaler? Nous, on scale aussi énormément. On en est à peu près au même niveau. On est en mode scale-up depuis quelques mois déjà, et ça pousse très fort. Donc voilà, on se rend compte que voilà, les feature teams, bah ouais, c'était un peu un plan pour l'avenir, mais en même temps, on embauche tellement que les feature teams, elles sont justement, il n'y a pas vraiment cette cohésion qui se crée vraiment. En même temps, on scale pas assez vite pour vraiment avoir toutes les compétences dans chaque équipe. Donc il y a toujours des gens qui ont un peu des rôles un peu transverses. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas trivial. Il y a toujours des seniors qui ont leurs petites habitudes, qui connaissent toute la boîte, qui connaissent tous les services, donc évidemment ils peuvent jumper un peu partout et ben, tout le monde a un peu besoin d'eux, quoi. Mais en même temps, on aimerait qu'ils restent un peu plus longtemps plutôt que juste venir et fixer un problème, qu'ils puissent venir et transmettre pour que tout le monde puisse avancer. Donc voilà, et malheureusement c'est un problème qui peut pas être résolu que en choisissant bien le format d'équipe, hein. C'est une problématique aussi de vision, de valeur, et puis aussi de juste les exécuter en autant, j'imagine, hein, une fois qu'on aura atteint une certaine quantité d'ingénieurs et que on va se calmer un peu sur les recrutements. On aura peut-être, voilà, il faudra le temps que tout le monde fasse connaissance, que tout le monde comprenne, que tout le monde ait les bonnes informations. Donc alors moi j'ai l'impression que la meilleure réponse à ça, c'est essayer au jour le jour de comprendre ce qui va pas bien, et essayer de trouver des solutions, de tweaker un peu le système. Mais j'ai l'impression que surtout le plus urgent, c'est d'attendre. Ouais, c'est très intéressant comme discussion, puisque comme problématique, puisque c'est une problématique aussi du coup enfin, je pense que toutes les startups ont, puisque évidemment, on essaye d'avoir un plan pour savoir où on va, mais ça doit changer un moment. Par exemple, donc pour nous, on a techniquement des feature teams, mais on sait en fait où sont nos priorités, mais on n'a pas vraiment un ownership dessus vraiment, puisque en fait, comme on a 2 applications, 2 teams, chaque team peut être amené à bosser quand même sur la code base de l'autre. Et du coup, une des problématiques, je pense, qui est intéressante de dégager de ça, c'est de se dire à quel point en fait on veut des ingénieurs spécialisés sur telle ou telle partie. Parce que par exemple, on peut décider, alors je pense que l'approche des feature teams, c'est le plus simple pour en parler, c'est-à-dire on va avoir une équipe qui est spécialisée sur une feature, et donc du coup on part du principe que quel que soit le besoin qui sera lié à cette feature, on fera appel à eux. Et techniquement, c'est le principe de la spécialisation, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être plus efficaces, qui vont plus rapidement comprendre le problème, vont savoir exactement les limites et toutes les problématiques liées. Le problème évidemment qui vient avec ça, c'est la flexibilité, c'est-à-dire voilà, si demain cette feature-là devient moins essentielle, ou on va dire une feature qui n'est plus la priorité pour l'entreprise, à quel point ça va être difficile du coup de shift ces ingénieurs-là vers une autre problématique ou littéralement une autre feature. Et je pense que c'est à prendre en compte, et c'est pour ça que je pense que des feature teams dans les startups, je pense que c'est un petit peu prématuré. Je serais d'avis, par exemple, à garder des équipes qui peut-être se marcheront un petit peu sur les pieds, peut-être ne seront pas trop spécialistes, mais une idée, par exemple, que j'aime bien, et je crois qu'on va en discuter dans pas longtemps avec GetGround, c'est d'avoir l'idée, en fait, dans une équipe, d'avoir potentiellement une personne qui est responsable pour une partie de la feature. Et donc, c'est une idée qui... Alors, j'ai pas encore d'avis dessus, j'ai pas encore vraiment réfléchi. On aura une discussion la semaine prochaine pour en parler. Mais l'idée, ce serait en fait d'avoir un de nos ingénieurs potentiellement dans mon équipe, pour le cas, qui sera en fait le référent d'une partie de la feature. Donc, par exemple, spécifiquement dans notre cas, ce serait pour gérer en fait tout ce qui va être lié au compte bancaire de nos utilisateurs, et d'avoir en fait un développeur qui serait le référent sur cette problématique. Et je trouve l'idée intéressante parce que on va avoir un développeur spécialisé qui va du coup pouvoir transférer son savoir et du coup sa connaissance à l'équipe quand on aura besoin de lui, quand on va vraiment réfléchir à cette feature. Ce qui fait que les gens seront toujours autour et auront
un savoir, mais c'est pas toute l'équipe en fait qui sera estampillée juste pour ça. C'est vraiment une personne qui va prendre sur elle pour en savoir plus, les autres qui vont être autour, et évidemment les personnes dans l'équipe seront plus que les autres équipes sur cette problématique, mais n'auront pas autant de connaissances que la personne qui sera désignée pour vraiment avoir ce problème à bras le corps. Et plus j'y pense et plus je trouve que c'est une solution qui est intéressante. Un problème que je vois immédiatement, c'est évidemment le problème d'avoir qu'une personne qui est sur cette problématique. Mais à nouveau, c'est pas parce qu'une personne sera plus sachante sur une problématique que pour autant, je ne dis pas que c'est elle qui va prendre les décisions, qui va décider de l'architecture. C'est juste elle qui est censée savoir le plus et qu'on va peut-être écouter un petit peu plus au niveau du savoir sur cette problématique, mais pas forcément au niveau de la décision. Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, le fait que ce soit qu'une personne, ça peut être vu comme quelque chose de problématique, mais bon, après c'est difficile aussi. Est-ce que si c'est cette personne-là c'est la sachante, mais qui peut pas non plus être force de décision, à quel point est-ce que ça peut être intéressant, mais ça peut poser des problèmes aussi. Je pense que ça dépend vachement de la personne. Je pense. Et de l'équipe aussi, surtout, enfin, les personnes qui travaillent avec, parce que si je suis d'accord que si la personne qui est en charge est extrêmement obtus et très peu ouvert à la discussion, c'est sûr que ça peut pas marcher. Mais évidemment, je pars du principe du moins dans mon équipe, on agit tous par les principes de Scrum. Et donc forcément, c'est normalement une personne qui est ouverte d'esprit et qui aura le courage de remettre de challenger ses idées, quoi. Donc... Et du coup, à quel point ça scale? Du coup, quand t'as N features, du coup, t'as N personnes référentes dessus. Est-ce qu'une personne peut être référente sur plusieurs choses, sur plusieurs features? Alors, c'est intéressant. Pour l'instant, la question se pose uniquement pour cette feature avec cet ingénieur particulièrement. Donc, pour l'instant, je vois pas de problème à cette approche et pour l'instant aussi, vraiment dans notre contexte pour recibler les features qu'on a qui sont vraiment, on va dire, plus importantes que les autres. On n'en a pas des millions, on en a peut-être, je dirais, 3 ou 4. Donc c'est pas un problème pour l'instant puisqu'on a largement assez pour dire un ingénieur est responsable d'une feature à la fois, ou du moins est le sachant pour cette feature. Mais c'est vrai qu'en scalant, ouais, ça pourrait être un problème si jamais il y avait trop de features. Ouais. Mais à nouveau, j'imagine que de la même manière que si tu as trop de features, si tu as beaucoup de features, il te faut beaucoup d'équipes. Je pense que ce serait la même chose. S'il y a beaucoup de features, on mettra en place beaucoup d'ingénieurs pour avoir ce niveau de responsabilité. Ouais, ça tient. De toute façon, en tant qu'expérimentation, je trouve ça se tient pas mal. De toute façon, c'est itératif. Et puis, de toute façon, oui, comme tu disais, une fois que tu scales à un certain point, de toute façon, tu as d'autres problématiques que ça. C'est ça. Nous, on est parti. Nous, on va essayer d'expérimenter sur un petit peu l'aspect plus guild. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là. Ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis, mais c'est pas d'un point de vue feature, c'est plutôt pour remplacer des silos, j'imagine. Ce serait du coup d'avoir un système un peu de guild ou de tag. Donc chaque ingénieur va avoir un tag QA, architecte, quelque chose comme ça, avec un certain nombre de compétences, mais ça peut même être des compétences liées à une feature ou à un service, quelque chose. Je sais pas à quel point ça peut s'étendre, et ensuite à créer des équipes plutôt en mode projet. Et du coup, à chaque fois que tu crées un projet, tu viens choisir dans ton nuage de tags, ok, j'ai besoin de telle ressource, telle ressource. Alors, du coup, c'est très ressource oriented, mais ça peut être une façon. C'est pareil, à quel point est-ce que ça scale, je sais pas trop, mais on va peut-être essayer de partir un peu là-dessus, du coup, avec une approche un peu shape-up pour ceux que ça intéresse. Mais encore une fois, et c'est pareil, shape-up, à quel point est-ce que tu peux l'intégrer de façon itérative? Encore plein de questions qu'on est en train de se poser. C'est assez passionnant, ça fait un peu peur. Et, du coup, je vais faire écho à ce que tu as dit un petit peu plus tôt, parce que justement, donc, tu parlais du fait que les équipes, c'est un peu sacré, au sens où ça prend du temps à construire tout ça. Est-ce que tu trouves pas justement que c'est un peu c'est le problème? Enfin, j'ai survolé Shape Up pour l'instant, j'ai pas du tout plongé dedans, mais justement, c'est un des trucs qui
me bloque, on va dire, parce que ce soit Kanban, que ce soit Scrum, l'idée de l'équipe est présente, c'est-à-dire l'équipe, c'est pas juste des ressources qu'on met ensemble et hop, c'est parti. C'est vraiment plus que ça, c'est-à-dire il y a un passé, il va se passer, il y a des milestones qui sont réalisés avec l'équipe, il se passe des choses, il y a des problèmes, il y a des résolutions. En fait, c'est un peu une histoire qui se crée autour de cette équipe. Et justement, il y a cette idée de réussir à créer une équipe, à faire en sorte que l'équipe soit ce que j'appelle moi le plus petit indivisible, la plus petite brique indivisible dans une entreprise. Pour moi, ça devrait pas être un employé, ça devrait être une équipe, puisque justement l'idée, et surtout dans une équipe Scrum, c'est vraiment de consolider un noyau dur de manière à ce qu'on se dise ok, on va se dépasser, on va aller plus loin, et de pouvoir en fait compter sur les autres de la même manière qu'on escaladerait une montagne. Il faut être sûr que le gars devant et derrière toi sont cordés et vont te tenir. C'est pareil. Et le fait de le faire avec des inconnus, est-ce que t'as pas, enfin avec des inconnus non, puisqu'on est tous en entreprise, mais est-ce que t'as pas peur que justement ce fait de faire un peu du pick and mix avec les ingénieurs, il va pas y avoir ce banding au niveau des équipes? Ouais, c'est un gros challenge et c'est un peu mon plus gros ma plus grosse peur par rapport à ça. Ensuite, ce que je me dis, mais ça reste une supposition pour moi tant qu'on l'a pas mis en application, c'est que de toute façon ce pick and mix il est assez théorique au final, parce que dans la pratique je pense que à chaque fois qu'on aura une épique qui est liée à, je sais pas, ajouter, lister un nouveau token dans notre application, et ben ce sera toujours les mêmes personnes de l'équipe mobile qui ont l'habitude de faire ça, qui seront choisis dans cette équipe. Ce sera toujours les mêmes développeurs back-end qui travaillent plutôt sur la partie assets qui sont liés à ça. Donc je pense que de toute façon les épiques peuvent se catégoriser en un nombre relativement limité quand même de problèmes ou de features ou de scope ou d'environnement, peu importe comment on veut le formaliser, mais je pense que voilà, tu travailles pas avec des inconnus, c'est plus, ça donne la liberté de pouvoir rajouter sur une feature un peu compliquée un architecte, de rajouter justement un sachant sur un truc un peu particulier, plutôt que ce soit une personne qu'on oublie de consulter ou qui soit consultée au dernier moment et qui dise voilà, ça va pas du tout les gars. Oui. Donc c'est plutôt ça qu'on espère régler. En ce moment on a des développeurs mobiles qui sont un peu entre deux équipes. Ils vont aider en fonction de la charge mobile qui est un peu répartie entre deux équipes. C'est un peu la problématique qu'on disait par rapport aux feature teams quand elles sont implémentées trop tôt, tu vois. Ouais. Et il y en a des développeurs, quoi, ils jump de team en fonction de la charge de travail pour leur guild ou leur corps de métier, peu importe comment on appelle ça. Donc avec ça, on espère pouvoir avoir ça en fait vraiment dans l'ADN du framework. Mais ça veut dire qu'on laisse quelque chose à côté. Après, je trouve que l'approche Scrum va vraiment donner une couleur à l'équipe et une histoire à l'équipe. T'as vraiment ce cycle, tu vois, de sprint planning, rétro, review. Tu arrives à hit de target pour le sprint ou pas. Ouais. Et du coup, tu crées vraiment une histoire commune. Je trouve que tu as peut-être un petit peu moins avec Kanban. Je trouve, les rétros en Kanban, c'est toujours un peu particulier, je trouve, parce que tu parles pas d'un sprint particulier, tu parles pas d'une épique particulière ou d'une feature particulière, tu parles d'une quantité de temps, tu vois, d'une time window. Et c'est un peu difficile, je trouve. En ce moment, on est en train d'essayer plutôt de tester des mini rétros qui vont être plus centrés sur une épique, justement. Quand une épique va dans Done, pour qu'elle puisse passer dans la colonne DOM, avant il faut qu'elle passe dans la colonne débrief. Et du coup débriefer sur une épique spécifique, ça nous permet beaucoup plus de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé. Mais du coup, par définition, tu vois, les personnes qui seront dans cette rétro-là, ne sera pas forcément tous les membres de l'équipe, parce qu'il y a des membres de l'équipe qui ont peut-être travaillé sur d'autres épiques en parallèle, donc on commence déjà à fragmenter un peu tout ça. Mais voilà, après je pense que t'as une sorte de noyau dur qui se crée quand même un peu informellement. Voilà. Donc je pense que j'espère que dans la pratique
on n'aura pas trop ce problème-là. Mais après, ouais, c'est clair que comme on a pu le faire ensemble en Scrum quand on était à Arthos, mais tu vois, ça me rappelle qu'à Arthos, on a créé des feature teams hyper rapidement, et notre Scrum team, elle était super cool. Sauf que au bout d'un moment, quand il n'y a plus besoin de travail sur le front-end et qu'il n'y avait que du travail sur le back-end, on s'est retrouvé finalement à avoir l'équipe qui était coupée, mais on continuait quand même à travailler ensemble. On avait des sprint goals front-end et sprint goals back-end, et finalement on est revenu à du silo, quoi. Ah non, c'est vrai que quand on y repense, c'est vrai que ça a été un problème, ça. Ouais, c'était une vraie problématique. Cool. On passe aux outils. Bien sûr. Je vais prendre le mien en premier parce que finalement je l'ai chopé dans le tien. C'est du coup une rétro que j'ai essayé la semaine dernière avec mon équipe, qui était assez cool. On a eu un sprint, on fait pas vraiment des sprints, mais voilà, on a eu un mois un peu compliqué avec des rebondissements, et voilà, il a fallu être endurant, on va le mettre comme ça, mais ça s'est bien passé à la fin, il n'y a pas de problème, on a livré et tout, c'était cool, et on est très content de ce qu'on a livré, mais voilà, j'avais pas envie d'une rétro, tu vois, un peu chiante, où on essaie de mettre le doigt vraiment où ça fait mal. J'avais envie de faire ça, mais de façon un peu plus douce, tu vois, en apportant un côté un peu plus, voilà, les gars, c'est cool, on a livré, c'est vendredi, on va faire un truc sympa, et ça nous a pas empêché d'avoir de très bonnes discussions. C'était hyper positif et hyper productif. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus feel good, et du coup j'ai fait un exercice que j'ai trouvé sur Retromat, qui s'appelle Tweet My Sprint, et j'ai trouvé ça assez cool. Ça permet de donner de l'angle aussi beaucoup. Finalement tu mets une timeline, et tu dis voilà, alors nous on l'a fait sur Miro, mais tu peux le faire avec des post-it évidemment, où du coup tu dis voilà, écrivez comme des tweets en fait, imaginez que au lieu d'utiliser Slack ou Teams, vous utilisez Twitter pour communiquer, et juste voilà, imaginez, et voilà les 2 semaines de timeline, et mettez les tweets que vous auriez pu voir de quelqu'un d'autre ou de vous, peu importe. Et donc du coup au début les gens voilà savaient pas trop comment faire et tout, mais et finalement au fur et à mesure c'est débloqué, et il y avait pas mal de trucs assez drôles, mais il y avait des trucs tu vois, ça en fait ça te permet très vite d'avoir la picture de ce qui s'est passé, tu vois, genre tu commences la fleur au fusil et tout, puis alors à la moitié au bout d'une semaine, catastrophe. Et donc c'était cet ascenseur émotionnel que tu vois bien, et c'était assez drôle parce qu'en plus voilà, ça donne pas mal de liberté pour raconter un peu des conneries aussi au passage. Donc voilà, quand il y a un bout en train dans l'équipe, tu sais que voilà, il va pouvoir faire rire tout le monde, et ensuite les étapes d'après, c'est tu laisses les gens mettre alors nous encore une fois on l'a fait avec Miro, mais tu peux avec des dots ou quoi, tu peux mettre des likes, des retweets, essayer de faire vivre un petit peu le truc, tu vois, comme ça les gens ils peuvent, et ça te donne encore plus cette idée de timeline et d'ascenseur émotionnel. Tu comprends vraiment plus ce qui se passe, et ensuite on a ouvert la discussion doucement sur ce qui s'est passé. On a lu la timeline dans l'ordre, et puis au fur et à mesure voilà, discuter un peu de ce qui s'est passé, etc. Et au final on a retiré pas mal de trucs, quoi. Mais dans un esprit, voilà, sans s'auto-flageller, sans voilà, ça s'est hyper bien passé. Et, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je voulais le partager. Je t'encourage à l'essayer quand t'as eu un sprint un peu hardcore. Tu me l'as bien vendu. Même sans être hardcore, je pense que l'exercice c'est intéressant de base. Ça va avoir naissance. Mais non, je l'essaierai volontiers. Et en plus, connaissant mon équipe, ça va être un bon moment à passer avec eux. Alors du coup, tu as fait un petit peu un préambule, mais donc du coup, cet exercice-là, et c'est l'outil que je voulais partager aujourd'hui. Alors, c'est un peu bateau, j'imagine je pense que la plupart des gens qui nous écouteront le connaissent déjà. Mais si c'est pas le cas, donc c'est Retromat, retromat.org pour être précis, et donc cet outil-là en fait permet donc quand vous arrivez dessus, en fait il va y avoir automatiquement au hasard
5 exercices qui vont être choisis. Et en fait, vous avez les 5 étapes directement du plan d'une rétro. Donc, set the stage, get the data, generate insights, decide what to do and close the retrospective. Et donc, du coup, c'est 5 étapes avec des exercices. Vous pouvez aussi, donc, du coup, il y a des petites flèches à gauche, à droite. Si jamais l'exercice, vous sentez qu'il n'est pas forcément adapté, donc, soit au type de rétro que vous voulez avoir, ou si vous trouvez que l'exercice est un petit peu trop drôle et vous pensez que ça va être une rétro qui va être un petit peu plus sérieuse, ou du moins, va y avoir des sujets un petit peu fâcheux abordés et vous pensez pas que les gens vont forcément se prêter au jeu de cet exercice-là. Du coup, prenez-en un qui est plus simple, ou du moins plus factuel. Et évidemment, l'inverse dans le cas où c'est une rétro, un sprint qui s'est très bien passé. Et ce qui est intéressant, donc il y a aussi des photos, c'est très bien expliqué sur comment les mettre en place. Et je trouve que c'est un excellent outil. J'ai eu un collègue à moi, donc team lead, qui commençait à faire ses rétros, donc il les a fait pendant un moment, mais en fait il réutilisait toujours le même template. Et donc ces ingénieurs commençaient un peu à se plaindre en disant la rétro, on se fait un peu chier. Enfin, c'est toujours le même exercice. Les gens participaient plus autant qu'avant. Les rétros duraient d'ailleurs de moins en moins longtemps. Et du coup, on a une discussion. Je lui dis, voilà, c'est comme ça que je prépare mes rétros. Et j'utilise Retromat. Et là, il m'a dit, mais c'est génial. Donc, et du coup, maintenant, il l'utilise à chaque fois. On discute des exercices tous les deux. Il me dit, ouais, celui-là, tu as déjà testé? Je dis, ouais, il est pas mal et tout. Et franchement, c'est une mine d'or. Surtout pour quelqu'un qui aurait pas la chance d'avoir quelqu'un qui puisse le coacher ou l'aider sur comment structurer une bonne rétro. Ces exercices-là c'est vraiment une mine d'or, et je ne pouvais pas penser à un autre outil que celui-là pour le premier podcast. Ouais, il est incroyable. En plus, comme il y a la structure, en fait, il te pousse aussi un peu à suivre cette structure fondamentale, tu as des rétros que finalement j'ai pas vu appliquer partout, quoi. Enfin, j'ai fait des boîtes où il y a de stop, less, keep, more, start, tu vois, ou juste en 3 colonnes, tu vois, genre ou juste 2 colonnes, tu vois, genre good, bad, et ils font ça pendant 2 heures toutes les 2 semaines. Quel enfer, quoi. Et du coup, il y a rien qui sort, et puis en plus, il y a pas d'action à la fin. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de très mal faire sa rétro. Et je trouve que Retromat, au moins, ça te permet de te fixer un petit cap, et puis voilà, de pas oublier les étapes. Toutes les étapes sont pas forcément essentielles, ça dépend du temps que tu veux mettre dedans. Mais je trouve Retromat, même si tu fais pas du Scrum, ce qui est mon cas, on a un peu moins de temps pour les rétros en plus, et donc moi je zappe un peu. Set the stage, et pour fermer la rétro, je demande toujours un ROTI, un Return on Time Invested. Juste ça, comme ça me permet d'avoir une note personnelle pour chaque rétro, et ça je peux keep track et voir quel exercice plaît aussi, hein, et puis voir quel type de leadership plaît aussi dans les rétros. Et parfois essayer de juste faire l'exercice et rien dire et laisser faire, ou alors prendre part aux discussions, essayer d'orienter un peu. Mais Retromat, c'est une mine d'or. Au bout de quelques années, j'ai commencé un peu à avoir fait le tour, mais il y a toujours des trucs. Parfois, je me dis, ah ouais, putain, ce truc-là, c'est vrai, ça me rappelle en plus la dernière fois que j'ai utilisé. Donc non, allez-y, c'est de l'or. Et n'hésitez pas à rajouter vos propres idées de rétro. Je crois que c'est avec Retromat qu'une fois, ça m'a pris de faire une rétro Lord of the Ring. Oui. Complètement, oui. C'est parti dans tous les sens. Mais, voilà. Très très bonne rétro. Ouais, c'était assez cool. Bon, il va être temps de conclure cette émission, cette première émission qu'on va peut-être publier. On espère qu'elle vous aura plu. Avant de finir, Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Alors ça va être soit chez moi ou soit au pub en ce moment. J'ai plus de site internet depuis un petit moment et je suis pas prêt d'en remettre en ligne tout de suite, donc à venir. Mais sinon sur LinkedIn, Pierre fait référent. Il y en a pas beaucoup avec des noms pareils. Bon, quant à moi, je vous conseillerais d'aller sur julien.deret.fr. Je suis sur LinkedIn aussi et sur à peu près tous les réseaux sociaux. Et puis ben voilà, merci d'avoir écouté Agiliste avec un S. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify et sur toute autre plateforme. En attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Pierre. Salut Julien.